Salut à tous et bienvenue dans le rattrapage du mois de février. Ça a mis un peu plus de temps pour que je retrouve une horaire pour tourner. D'ailleurs, j'ai pas eu beaucoup de temps pour tourner ces derniers temps. D'ailleurs, je sais une chose, il va y avoir des critiques en retard parce que pendant une semaine, je ne serai pas dans ma région et j'ai plein de choses à faire. Donc du coup, je n'aurai pas le temps d'aller voir certains films et il est possible même que je saute les films. Je ne ferai pas de critique de Fast and Furious 8 parce que tout simplement je n'ai pas vu les 7 autres films de la saga. Alors, déjà que j'ai un peu de mal à aller voir, j'ai beaucoup de mal à aller voir une suite sans aller voir le premier film d'abord. Vous imaginez qu'au 8e film, je vais pas me taper une saga de 7 films entiers. Allez, tout ça pour dire, rattrapage de février 2017. Et on commence par John Wick 2, film de Chad Stahelski avec Keanu Reeves. Donc John Wick, pour ceux qui n'ont pas vu le premier film, c'était l'histoire d'un ancien tueur à gages qui venait de perdre sa femme et qui avait reçu son chien, enfin un chien de la part de sa femme, et dont des Russes ont tué le chien et ont volé sa voiture, ce qui l'a mis en pétard et il est allé buter toute la mafia russe en question. John Wick 2, en fait, c'est l'histoire du même John Wick. Ça se passe juste après le 1. Et c'est en fait un mafieux qui veut embaucher John Wick parce que John Wick a une dette envers lui. Et donc ça va emmener donc toujours à une histoire de mafieux. Les John Wick, c'est pas des films à scénario très profond. Hein. Ce sont des films très bourrins en général. C'est des films qui axent tout leur truc sur l'action mais quand ils font de l'action, ils le font super bien. C'est-à-dire qu'il y a des scènes que j'ai trouvées monumentales dans John Wick et dans John Wick 2. Donc la scène des silencieux, par exemple. La scène des silencieux, c'est genre cette scène, elle est magique. Et toutes les scènes d'action sont super bien réalisées. Il y a vraiment un bon suivi des combats, un bon suivi des scènes. La manière de filmer, de dérouler, ils exploitent super bien les éclairages, la musique. Il paraît même que les cascades sont réalisées par les acteurs en eux-mêmes, en tout cas par Keanu Reeves. Et ce mec, putain, je crois qu'il a la 50aine d'années, il commence à se faire vieux, Keanu Reeves, et pourtant, putain, il en voit encore du lourd. Hein. J'avais mal pour eux à une certaine scène, mais non, franchement, c'est un bon défouloir. N'y allez pas pour la profondeur du scénario, parce que le scénario n'est pas profond pour un sou. Quoi qu'ils arrivent quand même à établir un univers dans les John Wick au niveau de tout ce qui est tueur à gages, tout ce qui est mafia. Ils ont établi un univers que je trouve assez rigolo, mais c'est clairement pas pour ça qu'on va voir à John Wick. Donc si vous n'aimez pas les films d'action bourrés à la testostérone, n'y allez pas. Par contre, franchement, en tant que film défouloir d'action, ça vaut le coup. Ensuite, on passe à Alibi.com, film réalisé par Philippe Lachaud. Donc l'histoire d'un mec qui va créer une société en ligne qui se base en fait pour donner des alibis, pour donner des excuses à des personnes pour avoir une vie cachée. En général, c'est pour permettre aux personnes infidèles d'aller voir leur maîtresse ou leurs amants, et où il va tomber sur un mec dont il va remplir son contrat, mais le mec en question, c'est son futur beau-père. J'ai beaucoup aimé Philippe Lachaud, c'est le gars qui a réalisé les deux premiers Babysitting 1 et 2. Et ce gars, il arrive quand même à exploiter des thèmes qui ne sont pas franchement présentes dans le cinéma humoristique français. C'est un gars qui arrive très bien à exploiter tout ce qui est culture geek, tout ce qui est culture internet, tout ce qui est culture jeune, et qui arrive à en développer un nouvel humour. Il y a par exemple la blague Assassin's Creed, pour moi elle est énorme dans le film sur Alibi.com. Ça exploite plutôt bien le concept. Alors c'est basé sur les quiproquos, les retournements de situation, mais c'est voulu. C'est le retournement de situation poussé à l'extrême. C'est comment dire, c'est tout simplement on prend un concept, on l'exploite à fond et ça. Et même si c'est un concept assez éculé, c'est le concept d'amant dans le placard,
Mais là, ce serait plutôt le mari dans le placard. C'est même carrément suggéré dans le film. Et c'est plutôt bien fait. C'est plutôt une bonne trouvaille, un bon humour que j'ai beaucoup apprécié, que je vous conseille d'aller voir. Même si le film est sorti il y a longtemps. Là, vous ne le verrez sans doute pas en montage, mais en fait, je me suis rendu compte qu'un des films que j'avais prévu de parler, j'en avais déjà fait la critique sur YouTube. Il y a des jours comme ça. Donc le prochain, c'est Seul de David Moreau, donc l'adaptation de la bande dessinée Seul, dessinée par ça. Donc adapté de la bande dessinée de Bruno Gazzotti. Donc l'histoire de 5 adolescents qui se retrouvent tout à coup seuls dans une ville vide. Et en fait tout le but du film va essayer de découvrir pourquoi ils sont seuls, qu'est-ce qui s'est passé à la ville, qu'ils sont entourés d'une étrange brume menaçante. Un film un film qui est adapté d'une bande dessinée. Les adaptations de bande dessinée, ça peut donner deux choses dans le cinéma français. Soit ça peut donner du très bon, comme Lou, Journal Infime, soit ça peut donner du assez mauvais, comme Bully Bill. Mais dans le cadre de Seul, ça donne du très bon. Déjà parce que c'était pas une BD humoristique, Seul. À la base, c'est une BD fantastique. Et le genre fantastique n'est pas un genre très exploité en France. C'est tellement pas exploité que c'est un événement quand des films de ce genre sortent, et même s'ils ne sont pas super, comme Grave, on les met toujours au-dessus. C'est parce que le cinéma français manque cruellement d'aller dans des genres autres que réalistes. Et donc, quand il y a un film de genre fantastique français qui sort, c'est toujours un événement. Seul est un bon film fantastique réalisé par David Moreau, qui exploite très bien son concept, qui exploite très bien le côté fantastique, avec des acteurs qui jouent très bien. Il y a quelques effets spéciaux, je me souviens, qui m'ont paru assez dégueulasses, mais au final c'est plutôt bien réussi. Ils ont eu l'intelligence en fait de bien cerner les arcs et de savoir où s'arrêter au niveau de la BD. Par exemple, le film se termine clairement sur un cliffhanger. Je ne pas le cliffhanger, mais on sent qu'on a terminé une étape et qu'on en passe à une suivante. J'espère tellement que le film va réussir, ne serait-ce que pour qu'il réalise un seul 2. Franchement, ça me plairait bien. L'adaptation, pour moi, elle est très réussie. Rock'n'Roll, donc film réalisé par Guillaume Canet, donc qui est en fait une histoire. C'est en fait une autobiographie fictive. C'est-à-dire que ça reprend les personnages de Guillaume Canet. C'est vraiment Guillaume Canet, c'est vraiment Marion Cotillard, Alain Attal, Yvan Attal. Toute l'histoire que vous voyez, ils interprètent leur propre rôle, mais ce sont des rôles volontairement parodiés et ce sont des rôles. C'est un film en fait qui raconterait de manière fictive ce qui se passerait si Guillaume Canet pétait littéralement les plombs, ferait sa crise de la quarantaine, je crois. 40 ans. Ça vient aussi apparemment de ce que j'ai vu, ça vient d'une interview que Guillaume Canet avait réalisée avec une journaliste, et que la journaliste lui avait carrément posé la question vous rendez-vous compte, vous n'êtes plus le sex appeal des gens maintenant, c'est place à Pierre Ninet, à Kev Adams, tout ça. Et le mec, il a eu cette idée par cette interview de faire ce film. Et l'idée est franchement bien exploitée. Les personnages, ils vont à fond dans le délire. Ils exploitent très bien leur concept. Ils m'ont fait un peu rire. Je sais pas si ils ont repris à la fin des codes de séries américaines assez what the fuck, genre Lassie ou Flipper, avec un crocodile cette fois, mais j'ai plutôt bien aimé. Par moments, le film s'enfonce un peu dans le pathos, mais dans l'ensemble, ça reste assez déluré, ça reste assez délirant, et j'ai plutôt bien aimé Rock'n'Roll. On passe maintenant à L'Empereur, film de Luc Jacquet, qui est donc... Alors c'est un peu spécial, L'Empereur de Luc Jacquet. C'est-à-dire que
c'est un documentaire, mais c'est censé faire suite à un autre documentaire. Si je ne dis pas de conneries, je vais vérifier ça tout de suite. Mais c'est ça. C'est vendu comme étant la suite de La Marche de l'Empereur, qui était sortie en 2005, si je dis pas de conneries. Très honnêtement, ça ne se ressent pas. Ça ne se sent pas comme monsieur. C'est bizarre qu'il est vendu comme ça, parce que ça ne se sent pas comme monsieur. C'est un documentaire, c'est un documentaire lambda. C'est pas les prises de vue. J'ai trouvé qu'il manquait un peu plus Alors, c'est très bizarre de critiquer un documentaire parce que à la fois on parle d'un genre cinématographique qui est censé que montrer la vérité, autant c'est quand même un film qui doit savoir genrer ses codes. Par exemple, essayer d'être le plus objectif possible, essayer de montrer la vérité, essayer de nous apprendre quelque chose. C'est pas, par exemple, je me souviens, il y avait un documentaire, c'était l'année dernière, c'était comment il s'appelait ce documentaire là, Les Saisons, qui était absolument minable en termes de documentaire. Celui-là, il y a pas grand chose à dire, quoi. C'est un documentaire, ça peut vous faire passer le temps, vous pouvez apprendre des trucs. C'est pas spécialement intéressant pour autant, n'exploite pas vraiment un thème très passionnant. Enfin, pour moi, après c'est très subjectif comme critique, parce que bon, j'étais allé le voir parce que j'avais beaucoup aimé La Marche de l'Empereur. J'ai beaucoup moins apprécié ce film-là. Si ça peut vous brancher, je vous conseille d'aller le voir. On passe maintenant à L'Ascension, film de Ludovic Bernard, qui est en fait l'adaptation de Un tocard sur le toit du monde. Un tocard sur le toit du monde, c'est ça. Film de Nadir Dendoul, qui a participé au scénario du film. Donc l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'histoire d'un banlieusard qui, pour impressionner sa copine, enfin pas pour impressionner sa copine, parce que il veut draguer une fille, il se met à escalader l'Himalaya. Alors je sais pas si ça s'entend, mais j'ai des pilules dehors. Et donc, pour ce qui est du film, c'est sympathique. C'est assez bateau comme thématique de reprise. Le film a un rythme assez particulier, il a un rythme assez bizarre de ce que je me souviens. Je me souviens aussi qu'il y a certains choix d'adaptation que j'ai pas compris. Par exemple, le livre de Nadir Dendoul, de ce que j'ai compris, l'acteur qui interprète le banlieusard ne ressemble pas du tout à la vraie personne qui a escaladé l'Himalaya pour sa copine. Ça se voit parce que ils mettent une photo à la fin du film pour montrer la vraie personne qui a escaladé l'Himalaya. Tu te dis, ok, mais t'aurais pas pu prendre quelqu'un de plus ressemblant, par exemple. C'est très bizarre comme choix. En soi, bon, les gags, je me souviens que le film ne m'avait pas fait beaucoup rire, mais que les gags n'étaient pas spécialement mauvais non plus. Donc voilà, un film sympa, sans plus, qui me permet de faire passer le temps, un film assez innocent dans son concept. Non, j'ai pas grand chose à dire sur celui-là. Film innocent, sympa, mais sans plus. Track à Boston, film réalisé par Peter Berg, qui parle en fait des attentats de Boston, de la manière dont ça s'est déroulé. Enfin, c'est censé nous en parler, on va y revenir. Qui parle des attentats de Boston, de la manière dont ça s'est déroulé, et de toute la traque qu'il y a eu des deux terroristes responsables des explosions des bombes. J'ai pas du tout aimé le film. J'ai pas aimé le film parce que, alors, le concept de reprendre une histoire vraie, c'est d'être le plus proche de la vérité possible et surtout d'être le plus respectueux possible envers les victimes. Ce que ce film ne fait pas. Déjà, il y a plusieurs passages dans le film qui sont clairement fake, qui n'ont clairement pas été là dans la réalité, genre, ça en va jusqu'à mettre des punchlines. Il y a, je crois que c'est J.K. Simmons, le nom d'acteur, je ne suis pas sûr. Je vais vérifier ça tout de suite. C'est ça, J.K. Simmons. J.K. Simmons qui sort une punchline. Qui sort, j'aurais dû arrêter de fumer. Pas
dans la réalité, pas quand tu adaptes une histoire vraie, mec, ça ne se fait pas. Et il y a plusieurs images où on voit réellement les victimes de l'attentat. Il y a ou qui montrent des choses assez crues, assez violentes, mais qui sont des images réelles. Pour le coup, je me demande vraiment s'ils ont eu les autorisations pour diffuser ces images, parce que c'est quand même, pour quelqu'un qui a eu sa famille ou qui a vécu ces attentats, c'est assez violent comme réaction. Et le film, c'est ce qui me pose problème dans ce genre de film, c'est que le film est censé nous raconter une histoire vraie, il est censé nous raconter ce qui s'est passé, la vérité, et pourtant, il arrive à se faire sentir fake. Et il n'excuse même pas les passages où ils se font sentir fake. Je veux dire, au moins, dans Tu ne tueras point, de Mel Gibson, ils avaient mis en sorte des témoignages qui montraient que ça s'était réellement passé comme ça, pour contrecarrer toutes les critiques qui disaient que ouais non mais ça doit être fake, que ça doit être juste pour cliché. Il y avait vraiment des témoignages dans Tu ne tueras point qui disaient non ça s'est réellement passé comme ça paraît fake mais ça s'est vraiment passé comme ça. Donc Track à Boston, ça sent réellement que c'est fake, et il n'y a même pas de témoignage, il n'y a même pas de trucs qui permettraient de contredire ce fait-là. Donc c'est très bizarre, c'est limite réalisé en plus comme un téléfilm. Les personnages sont extrêmement clichés. Tu n'y crois pas que ce sont des réelles personnes qui ont agi comme ça, qui c'est vraiment en fait les méchants. C'est niveau les méchants sont méchants parce qu'ils sont très méchants. On en est là, je veux dire, c'est très limite comme film. J'ai pas apprécié la manière dont ils ont parlé des attentats de Boston, et j'ai pas aimé non plus tout ce côté fake, tout ce côté un peu, c'est ça le problème quand on parle de films des catastrophes américaines de ce genre comme 11 septembre. Le 11 septembre avait eu le même problème avec ces films. Ce sont des films qui doivent raconter la vérité, mais qui veulent tellement en faire plus qu'au final ça détruit totalement l'intention de base. Et on termine cette séance de rattrapage par Sahara, film franco-canadien, film d'animation franco-canadien réalisé par Pierre Corré, qui raconte l'histoire de Hajar, le cobra, et Pete, qui donc décident de quitter leur coin, je crois que c'est le désert, qui décident de quitter le désert parce qu'ils ne sont pas bien accueillis là-bas, pour se réfugier dans l'oasis où vivent les serpents aisés, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Et où ils vont faire la connaissance de Eva, le serpent, putain j'ai du mal à dire, le serpent aisé, qui va se faire capturer par un docteur de serpents, et où ils vont devoir aller la sauver avec le frère d'Eva. Ce film c'est franchement dommage parce que au niveau de l'animation, j'avoue j'ai un faible pour les films d'animation français parce que il y a cette patte artistique assez poétique que j'aime beaucoup. Je l'avais beaucoup aimé dans Lune, le gardien de la lune. Je vérifie que Lune, le gardien de la lune est bien français. Il me semble que oui, Mais je veux juste vérifier ça. C'est ça. Lune, le gardien de la lune, film réalisé par Benoît Philippon. Donc, j'aime beaucoup dans le style d'animation française, ce côté cette patte assez poétique, assez artistique, que je trouve qui se perd dans les autres cinémas d'autres pays. C'est pas du tout une mauvaise critique, c'est juste que j'ai un faible pour cette animation. Mais je trouve que le problème de Sahara, c'est au niveau des thématiques, en fait. C'est au niveau des thématiques importantes. Déjà, j'ai parlé de serpents aisés. Il faut savoir un truc, le film n'est pas du tout subtil dans ses messages. C'est clairement le serpent de banlieue, Hajar, qui va se lier avec une fille de famille riche, donc Eva. Le film est franchement les policiers cigognes, je crois, c'est des cigognes, des vautours peut-être, je sais plus, mais c'est des policiers qui clairement interrogent en mode ouais alors tu dis du shit ou ce genre de choses, là tu dis du pollen, il y a un serpent, un des serpents aisés, je crois que c'est le frère d'Eva, le serpent aisé il se sniff du pollen, c'est clairement c'est pas subtil pour un sou. Et le truc c'est que quand tu fais ce genre de thématique et de l'autre côté t'essaies de nous pondre une histoire au sujet des charmeurs de serpents qui est très mal exploitée, l'histoire des charmeurs des serpents elle est très mal exploitée. Il y a vraiment un côté où
comprends pas ce que ça fout là. La scène des danses de serpent, le battle de danse de serpent, mais what the fuck, ils avaient l'occasion de faire quelque chose de très bien, quelque chose de, une scène qui aurait pu être assez poétique et tout. Ils ont choisi un truc pour les danses de serpent, ils ont choisi de faire des danses de break, comment ça s'appelle déjà, des danses un peu de hip-hop là, un peu de break, je sais plus, on vous corrigerait dans les commentaires, mais je ne sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Alors que avec l'animation qu'ils ont, ils auraient pu se permettre de faire des vraies danses de serpent. Non, c'est limite une blague. Et c'est franchement dommage. Et alors, on va me traiter de hater, tout ce que vous voulez, mais je ne peux pas blairer la voix de Louane. Je suis désolé, mais Louane, en tant qu'actrice de doublage, ça ne marche pas. La fille ne sait pas faire un hurlement. Ça m'avait choqué dans le film. Un hurlement dans un film de doublage, c'est le plus simple à faire. C'est tout simplement hurler de toutes ses forces. En fait, j'ai vu des interviews d'acteurs de doublage qui disaient que le plus important, Alexandre Astier l'avait même dit, le plus important c'est d'exagérer sa prestation pour faire ressentir l'émotion. Louane ne sait pas faire ça. Et pire, elle sous-joue. Ce qui, en termes de doublage, il n'y a pas pire. Là, il y a une scène où elle est censée hurler, mais le hurlement, tu n'y crois pas du tout. T'arrives à foirer un hurlement. Arrêtez de mettre Louane en tant qu'actrice de doublage, c'est pas son truc. C'est une mauvaise. Je ne la jugerai pas en tant que chanteuse parce que je ne connais pas ses chansons, mais je peux vous assurer qu'en tant qu'actrice de doublage, elle est à chier. Je suis violent dans mes propos, mais c'est le cas. Donc voilà, Sahara, c'était très dommage. Je m'attendais à un bon film, comme j'avais été charmé par Lune, le gardien de la Lune. Au final, c'est très en deçà de Lune, le gardien de la Lune. Je vous le conseille pas. Donc voilà, c'était les séances de rattrapage de février 2017. J'essaierai de vous sortir les rattrapages de mars 2017. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!